Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble le principe et le concept des SMC, Smart Money Concept. Avant de commencer, je tiens à t'inviter à t'abonner, à liker et à partager et n'hésite surtout pas à commenter pour pouvoir nous remonter dans le référencement de YouTube. Ça nous aide toujours un petit peu. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que les SMC, comment trader les SMC, comment moi je les trade et j'ai pu les trader auparavant, pour te donner un petit peu toutes les astuces et tous les termes pour que tu y voies beaucoup plus clair et que ça soit beaucoup plus fluide pour toi pour pouvoir trader par la suite ce concept. Encore une fois, je le répète, donc les SMC, Smart Money Concept, n'est pas un concept miraculeux comme ICT, comme les patterns, comme les W, etc. et j'en passe. Absolument pas, on est sur un concept qui peut fonctionner sur le long terme, qui peut fonctionner, mais encore une fois, tout va être une question de plan. Et mon objectif, c'est de donner un maximum d'informations pour que tu puisses y voir plus clair et simplifier aussi cette compréhension des SMC. À proprement dit, qu'est-ce que c'est que les SMC? C'est tout simplement identifier les zones de liquidité des institutions sur lesquelles elles pourraient revenir se réappuyer pour repousser soit à la hausse, soit à la baisse. Tu as déjà dû en entendre parler, on va voir aussi les ordres protégés, qu'est-ce que c'est que des ordres protégés et tout ce qui va avec. Grosso modo, je te fais très rapidement un schéma. Mon objectif quand je fais des SMC, c'est d'identifier une impulsion, d'identifier du coup une zone, donc une zone de liquidité, ce qu'on va appeler soit PY ou order block. Encore une fois, tu verras qu'il y a plein de termes qui peuvent porter problème, qui peuvent te perdre très rapidement, mais au final, ça veut dire exactement la même chose. On va arrêter de complexifier les choses. Pareil, quand je dis identifier des zones de liquidité des institutions, voilà, tu as compris, si tu étais une institution, tu te ferais pas chier, désolé des termes, à venir chercher et à regarder cette vidéo sur les SMC, tu serais pas sur cette vidéo. Donc c'est surtout une zone de liquidité, point barre. Je vais identifier une zone de liquidité sur laquelle je vais vouloir revenir, réintégrer pour ensuite repousser, aller chercher des plus hauts, toujours de plus en plus haut. Donc ça veut dire réaliser ce genre de choses petit à petit. À savoir que un PY ou un order block, donc ce que j'ai dessiné juste ici, donc OB ou PY, Point of Interest, c'est les zones que je matérialise sur lesquelles je vais vouloir venir me poser. Bien sûr, je peux avoir des PY qui vont être intermédiaires, qui vont être comme ceci, ou alors extrêmes, c'est-à-dire à la base du mouvement d'impulsion. C'est vraiment pour te faire très rapidement et comme je te l'ai dit, les ordres protégés, c'est quoi? C'est en fait, tu vas venir ouvrir des ordres pour protéger d'autres ordres, etc. Vendre ici pour ensuite racheter ici, etc. etc. C'est ce que font les institutions, mais le but de cette vidéo, c'est pas de t'expliquer les ordres protégés, c'est de t'expliquer comment moi je trade les SMC et quel est l'intérêt de trader les SMC. Encore une fois, tu vas jamais avoir 100% raison avec les SMC, je l'ai dit au début, mais c'est très important de te le dire. Forcément, les zones que tu vas venir targeter vont être bonnes, potentiellement mauvaises. Potentiellement, il y a des moments où on va venir les targeter et pourtant elles vont être mauvaises et elles vont te permettre de prendre un stop loss. Comme des moments où on ne va pas venir les chercher et au final, tu vas avoir la bonne vision. Il y a plein de scénarios possibles et inimaginables. Le but déjà dans un premier temps, c'est identifier ta tendance. La première chose, ça va être ça. L'identification de la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Et c'est là où en fait tu vas avoir une problématique. Parce que quand tu arrives toi le matin sur ton graphique, peu importe, encore une fois, je le répète, H4, H1, Daily, M15, peu importe, on s'en fout. Quand tu arrives le matin, tu dois être sur ton graphique et tu dois te dire, ok, je suis en tendance haussière ou en tendance baissière. Mais là où il faut que tu comprennes, c'est que toi, voyant une tendance baissière, ça peut être la tendance haussière de quelqu'un d'autre, sous la même unité de temps. Il faut bien que tu le comprennes. Pourquoi? Parce que tu peux aussi avoir ce schéma de pensée toi-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas avoir une tendance haussière et demain, tu vas avoir une tendance baissière. Pourtant, tu as exactement la même chose sur ton graphique. Ça n'a pas beaucoup évolué. Tu vois, en daily, je sais pas, je te parle d'un daily. Ça n'a pas beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que c'est ton côté, c'est ton jugement personnel qui prend le dessus. Et c'est là où en fait déjà tu pars dans un fossé. Parce que si tes structures ne sont jamais les mêmes et ne respectent pas ton cahier des charges, on va dire, ne respectent pas ta stratégie et ta logique, tu te doutes bien que déjà, ça veut dire que tu as 50% de chance d'avoir raison rien que sur la tendance. Ensuite, tu as 50% de chance d'avoir raison sur le PY.
Ensuite, tu as 50%. Et en fait, tu prends les 50, des 50, des 50, des 50. Et au final, il te reste pas grand-chose en termes de pourcentage pour aller chercher un TP. Donc, la première chose, il faut que tu structures ton identification de tendance. Je le répète, moi, c'est mon avis personnel. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas la voix de la sagesse. Je suis là juste pour te dire ce qui m'a permis de fonctionner, ce qui m'a permis de pouvoir comprendre et d'analyser correctement les marchés pour ensuite aller chercher des profits, mais aussi des pertes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place un système qui peut potentiellement être mécanique. Qu'est-ce que c'est que le système mécanique? C'est-à-dire, ma structure est régie par un certain nombre de bougies potentiellement ou un certain nombre de pips. Je te prends un exemple. J'ai plusieurs tendances. Tu vois, ça, là, tac, tac. Là, j'en ai une petite, tac. Et là, j'en ai une autre. Voilà. Là, potentiellement, quand tu regardes ce graphique, tu vas potentiellement te dire que voilà, les tendances, elles sont définies de cette manière-là. Sauf que là, tu as potentiellement tort. Bien sûr, là, j'ai un changement de tendance, potentiellement qui est temporaire, parce qu'on vient rechercher à la hausse. Donc, il y en a, ils vont parler de BOS, Break of Structure. Il y en a qui vont parler de choc, choche, Change of Character. Encore une fois, il y a toutes les enseignes, il y a toutes les écoles. Il y en a qui vont utiliser le choc lorsqu'on va être sous des unités d'intervention. Et il y en a qui vont utiliser 100% de BOS, même quand on change de tendance, sous des grosses unités de temps. Je ne veux pas vous utiliser, je ne veux vraiment pas utiliser ce genre de termes très compliqués parce que je pourrais vite te perdre et vite te dire, voilà, un coup c'est un BOS, un coup c'est un choc. Ok, quelle est la différence? Il n'y a pas réellement de différence. En général, le choc, lui, il est identifié lorsque tu as un changement de structure. C'est-à-dire, tu passes de haussier à baissier. Moi, je l'ai appris comme ça, personnellement. Et le BOS, c'est le break of structure, c'est-à-dire la continuité de la tendance. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Mais il y en a qui utilisent le BOS lorsqu'ils vont changer de structure quand ils sont en grosse unité de temps. Et quand ils passent en petite unité de temps, ils vont utiliser le choc. Comme il y en a qui pourraient faire l'inverse. Encore une fois, le vocabulaire a pour seul but de te perdre. C'est tout. Du moment que tu comprends ce que tu vois, c'est déjà très bien. C'est que du vocabulaire après. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir identifié cette structure. Sauf que moi, potentiellement, je ne vais pas avoir identifié la même. Je vais prendre une autre couleur et je vais peut-être avoir identifié cette structure-là. Là, 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 et là, et là. Pourquoi? Parce que potentiellement, ça ne régit pas de ma structure et de mon plan détaillé d'analyse, enfin, d'identification de structure. Potentiellement, ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est mon retracement qui est ici, 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 doivent respecter certaines conditions. Comme je te l'ai dit, un certain nombre de bougies, potentiellement, et un certain nombre de pips. Mais tu vas me dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Comme je te l'ai dit, du moment que tu as quelque chose qui permet d'identifier assez facilement ta tendance, qui soit méthodique et duplicable jour après jour, t'élimines ce facteur de compréhension et de psychologie humaine, d'analyse humaine. C'est l'humain en fait qui te fait perdre de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent parce que la psychologie ne va pas. Et d'où vient la psychologie? De l'humain, tout court. Donc en fait, moins tu as de jugement personnel à avoir, mieux ça peut être. Encore une fois, le tout, c'est pas de tout automatiser. Il y a des gens qui arrivent très bien à mettre des stratégies qui sont tout automatisées, et il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un petit jugement personnel. Tu le verras, moi j'ai besoin d'avoir un jugement personnel à certaines étapes de la SMC. Donc ça peut être intéressant. Tu vois, je te prends un exemple, peut-être 5 bougies, et là tu vas peut-être prendre 20 pips. Bien sûr, tout en étant sous une unité de temps cohérente. Tu vas pas mettre 20 pips sur un H4. Tu vas peut-être le mettre sur un M15 ou un M20 ou un M10. Mais à ce moment-là, tu auras potentiellement une bonne structure. C'est-à-dire que le petit mouvement, là, le petit kiki que tu as ici, là, qui te pose problème parce qu'au final, potentiellement, tu es perdu, tu ne sais pas si c'est réellement un retracement ou non. Celui-ci, c'est pas un retracement, c'est juste une tendance. À un moment donné, dans une tendance, tu as aussi les bougies ne sont pas parfaites. Donc, tu as besoin d'avoir ce genre de graphique. Et donc, forcément, quand tu as ce petit genre de mouvement, tu perds la moitié. Parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent réellement trader, prendre, pas prendre, utiliser comme structure. Donc, ça, c'est la première chose. Structure ton analyse et ton identification de tendance. Ça peut que t'aider. Ça peut que t'aider. Encore une fois, c'est libre à toi de tester et c'est à proprement dit
propre à chacun. Moi, du moins, ça m'a aidé à rester focus, sachant que derrière, j'ai d'autres choses à analyser personnellement. Si je peux en enlever un maximum, ça simplifie la tâche. Bien sûr, tu n'auras pas les mêmes résultats qu'une personne qui va analyser elle-même, c'est-à-dire à l'humain. Mais par contre, ça va t'aider, toi, psychologiquement, à éviter de te prendre des erreurs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, forcément, elle va être pas forcément plus compliquée. Tu vas voir, ce qu'on va voir ensemble par la suite, c'est des étapes qui sont primordiales dans la suite de la SMC. Ça va être, on va prendre une autre fiche, comme ça on va être bien, ça va être la deuxième étape, ça va être tout simplement l'identification de tes PY. Parce que forcément, à un moment donné, on va parler de PY et d'order block, donc de OB, ça va être tes zones de liquidité. Et là aussi, tu as beaucoup de choses à voir et à travailler. Prenons l'exemple donc d'identification. Comme je te l'ai dit, j'identifie ma structure de cette manière-là. Voilà. On va dire comme ça. Là, on va faire que les extrêmes. Les extrêmes, c'est ceux qui sont à la base de l'impulsion haussière ou baissière. Forcément, tu vas avoir des PY acheteurs et des PY vendeurs. Dans une tendance haussière, tu auras forcément des vendeurs. Dans une tendance baissière, tu auras forcément des acheteurs. Donc là, à ce moment-là, il faut que tu comprennes, c'est que c'est des acheteurs contre des vendeurs. Donc, c'est des PY acheteurs contre des PY vendeurs. Jusque-là, rien de bien compliqué. Demand, supply, ça doit te parler aussi. C'est grosso modo les demand à l'achat, les supply, c'est des order block vendeurs. C'est exactement la même chose. Tu vois, comme je te dis que le vocabulaire peut vite te faire perdre, c'est que là ici, on pourrait avoir donc le PY, l'order block et la supply et la demand. Supply et la demand. Donc, ça pour les acheteurs et ça pour les vendeurs. Donc, tu as compris, ça veut dire exactement la même chose, mais on l'a mis en un. Donc, à ce moment-là, comment tu vas pouvoir l'identifier? C'est simple, en règle générale, c'est dans une tendance haussière, c'est le mouvement de baisse avant le mouvement haussier. Et dans une tendance baissière, c'est le mouvement de hausse avant le mouvement de baisse. Donc là, tu vas devoir identifier à la base de ton impulsion ce petit dernier mouvement de baisse pour pouvoir identifier correctement ton PY. Très important, je vois énormément de personnes mettre, donc là disons que c'est la bougie qui est comme ceci, on ne va pas venir prendre la mèche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mèche, c'est de la liquidité. Donc ne pas la prendre, c'est complètement con. Pour moi, pour ma part, désolé des termes encore une fois, hein, mais c'est complètement idiot de ne pas venir prendre de la liquidité, sachant qu'elle va te permettre potentiellement, le marché va peut-être revenir chercher juste ici pour ensuite repartir. Ou alors, on va venir sweeper la liquidité comme ça et on va rentrer dans un système ICT, liquidité et tout le tralala. Mais terminé, ça fait plus partie de notre plan de toute façon. Donc, quand c'est comme ça, prends vraiment le dernier mouvement de baisse dans la tendance haussière. Pareil ici, pareil ici. Admettons ici, je suis en M15. Ne t'arrête pas que à l'analyse M15. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton objectif, c'est pas d'aller chercher le PY le plus petit au monde. Absolument pas. Ça ne sert strictement à rien. Toi, ton objectif, c'est d'avoir une zone. Une zone dans laquelle, lorsqu'on va réintégrer, je vais passer sous les unités de temps inférieures pour avoir un signal de retournement et à ce moment-là, je vais rentrer dessus. Mais si tu prends un PY qui fait 1 pips, probabilité dans un marché qui a tapé près de 100 pips, je te parle en pips parce que c'est pour montrer un petit peu l'échelle, ça voudrait dire que tu aurais une petite... voilà, aussi épais que ça dans cette tendance-là. Probabilité de revenir chercher cette zone alors qu'il y a tout ça à retracer, j'ai envie de te dire, elle est quand même très faible. Donc ton objectif, quand tu identifies des PY, order block, tout ce que tu veux, le nom que tu veux, c'est d'identifier la zone la plus intéressante, celle qui va dégager potentiellement de la FVG, donc fair value gap. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs ou un déséquilibre entre les vendeurs et les acheteurs qui n'a pas été comblé par la force opposée. Donc ça on le verra aussi dans une prochaine vidéo si tu as besoin. Mais le but voilà, c'est d'identifier la zone la plus intéressante. Bien sûr, je ne te dis pas de passer de M15 pour aller chercher jusqu'à H4. Non, potentiellement, va chercher du M25, va chercher du M30, tu vois. Essaye d'affiner sous quelques unités de temps ton PY, ton order block pour avoir quelque chose d'intéressant et pas d'avoir quelque chose de le plus petit. Et à ce moment-là, tu vas attendre que le marché retrace tranquillement tranquillou pépouze ici pour ensuite jouer un achat potentiellement. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis à l'intérieur, que je vais obligatoirement
jouer l'achat. Je vais devoir avoir des choses qui me montrent que le marché est en train de se retourner. Si le marché il arrive comme un pélican à la baisse et qui donne aucun signe de retournement, je vais le laisser exploser mon PY et je vais passer potentiellement dans une tendance inverse. Et à ce moment-là, je vais peut-être jouer des ventes et du coup, je vais mettre un PY vendeur. Donc voilà, ça c'est hyper important que tu le comprennes. C'est que ton objectif, c'est d'identifier correctement ton PY, mais pas forcément sous l'unité de temps de référence. On va chercher un petit peu plus loin. Ça va peut-être t'aider à identifier un meilleur order block, un meilleur PY qui risque d'être légèrement plus gros de cette manière-là, mais dans lequel les probabilités de revenir chercher cette zone-là sera nettement supérieure. Bien sûr, après, une fois intégré, tu attends que le marché travaille et te donne ce que tu recherches réellement. Donc ça, c'est une chose. Bien sûr, après, tu as tout ce qui va être en termes d'exécution, sous quelle unité de temps je passe, qu'est-ce que je fais, comment je rentre. Toutes ces choses-là, encore une fois, c'est toi qui dois les développer, c'est ton propre plan. Je suis juste là pour te donner des indications sur ce qui a fonctionné pour moi et ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Aujourd'hui, je sais que avoir une identification de tendance claire, une identification de PY qui est raffinée, donc encore une fois, moi c'est comme ça que je l'appelle, raffinée en fonction d'unités de temps supérieure ou inférieure, me permet d'avoir le PY le plus propre possible, où j'ai plus de probabilité d'aller chercher potentiellement un retournement à l'intérieur. Bien sûr, comme je te l'ai dit, dans une tendance haussière, on peut avoir aussi ce genre de petits mouvements. Comme je te l'ai dit, ce genre de mouvement ne fait pas partie de la structure. La structure en elle-même, elle est comme ceci. Mais sur ces petits mouvements-là, potentiellement, je vais pouvoir venir placer des PY. Comme je te l'ai dit ici, là, je vais avoir l'externe qui est là, mais potentiellement, sachant que là, j'ai un mouvement de baisse dans une tendance haussière, bah là, je vais pouvoir aussi venir travailler un PY sur lequel ça va être mon M15. Et quand je vais venir le raffiner, je sais pas, sous un M45, au final, il va devenir gros comme ça. Et comme tu peux le voir ici, j'ai une touchette. Donc à ce moment-là, je pourrais rentrer sur le marché à l'achat. Bien sûr, comme je te l'ai dit, en attente de confirmation sous les unités de temps inférieures. J'espère que ça t'aide pour l'instant. C'est pas forcément simple, je le répète, c'est des concepts qui sont compliqués. Maintenant, encore une fois, tout concept est compliqué. Si c'était aussi simple que ça, bah, il faut trouver le concept qui te paraît simple. Typiquement l'OPR, typiquement les indicateurs. Maintenant, encore une fois, sur les indicateurs, tu peux être rentable comme ne pas être rentable. Il suffit juste d'un plan. Regarde les vidéos précédentes que j'ai réalisées où je te parle du plan, les probabilités, les statistiques. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir tout le temps raison pour être rentable. Tu n'as pas besoin d'avoir la stratégie la plus complexe, la plus complète possible pour être rentable. Il y a des gens qui utilisent qu'un seul truc et qui sont rentables avec parce que leur plan derrière, il est carré. Derrière ça, il y a des gens qui travaillent les liquidités, les machins, les ci, les ça, les IFVG, j'en parle, et qui ne sont pas rentables parce qu'au final, dans leur tête, c'est un bordel monstre. Et le plan, c'est encore pire. Donc, prends le temps de créer ton plan de A à Z. Ça prend du temps, ça demande du travail, mais encore une fois, ça peut le faire. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, identification, PY, OB, supply et demand. Et forcément, la troisième chose très importante à partir de ça, ça va être l'intervention. Comment je vais pouvoir intervenir? Intervention, on va faire comme ça. L'intervention, comment je vais pouvoir intervenir? Et ça, encore une fois, admettons, tac, j'ai mon PY qui est là, de cette manière-là. Je vais avoir la réintégration à l'intérieur du PY. Peut-être qu'à l'intérieur du PY, ce que je vais attendre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un choc, c'est-à-dire un changement de structure, un change of caractère. C'est-à-dire qu'ici, ce que je vais vouloir, c'est que le marché redescende, tac, de cette manière-là, mais à un moment donné, il me montre qu'il tente de repartir. Tu vois, ici, on fait une structure haute, basse, 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 on fait des plus bas de plus en plus bas, donc on est dans une tendance baissière. À ce moment-là, je break la dynamique haussière, potentiellement sous l'unité de temps inférieure. Et là, à ce moment-là, boum, c'est bon, j'ai un signal comme quoi le marché part à la hausse. Donc potentiellement, tu rentres en buy stop, donc c'est-à-dire que tu attends de venir clôturer au-dessus de ça pour valider ou tu attends de faire une mèche, peu importe, ou qu'on vienne toucher le prix à ce moment-là, qu'on vienne faire plus haut. Tu rentres dessus parce que pour toi, tu as un signal. Bien sûr, tu peux aussi très bien attendre le retournement potentiellement plus bas dans un autre PY qui serait ici, recréer pour ensuite repartir à la hausse et repartir. Redescendre pour repartir.
Il y a plein de façons de pouvoir rentrer. Soit tu rentres un peu plus fort, du coup, tu as des SL qui sont un petit peu plus conséquents, donc ça veut dire que tu aurais un SL de cette manière-là. Soit tu attends qu'il revienne un petit peu plus bas, et là, tu viens le targeter, quitte à ne jamais prendre le trade. Et à ce moment-là, tu auras un SL qui est beaucoup plus petit, mais par contre, quand toi, tu vas arriver ici, tu auras déjà fait peut-être 1 ou 2%. A contrario que le gars ici, là, bah, il sera à zéro. Donc voilà, l'intervention, elle est un peu plus complexe. C'est quelque chose qu'il faut que tu détailles toi-même sous différentes conditions, à quel moment tu veux rentrer, comment tu veux rentrer, buy limit, market, etc., etc. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les sauces, mais encore une fois, c'est ton propre plan. Et ton propre plan doit être défini de la manière la plus logique en fonction de ta situation. Donc prends le temps d'analyser, essaie de te renseigner à droite à gauche potentiellement pour avoir des informations sur comment je peux intervenir sur le marché, qu'est-ce que je dois attendre lorsque je fais de la SMC, c'est hyper important. Et n'hésite pas, si toi tu as des questions par rapport à ça, à me les poser dans les commentaires. Très important, je t'invite aussi à rejoindre mon lien Telegram. Attention, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, je ne suis pas là pour dire c'est bon, to the moon, viens dans mon copy trading, on va faire des millions d'euros. Absolument pas, je suis absolument pas là pour ça, je suis juste là pour t'apporter de l'information et te montrer que voilà, il y a plein de stratégies possibles, il y a plein de concepts possibles, il y a plein d'argent aussi à se faire. Quand tu as le capital en adéquation, c'est pas avec 500 euros que tu vas te faire 1000 euros, je le répète. Tu vas peut-être faire déjà une dizaine d'euros au début par mois, ça va déjà être exceptionnel. Mais juste pour t'expliquer que voilà, je peux te donner de l'information dans ce canal. Tu regardes, les résultats, c'est les résultats que nous on a personnellement. Maintenant, je le répète, si tu fais du trading pour te sortir de la galère, ça peut te sortir de la galère, mais ça peut te mettre encore plus dans la galère. C'est pas c'est pas un sprint le trading, c'est un marathon. Donc prends le temps d'élaborer ton plan, reprends toutes les vidéos que j'ai faites s'il faut, reprends cette vidéo qui est importante par rapport à l'identification des SMC, les PY, les order blocks, tes structures, comment je les identifie, etc., etc. Et à ce moment-là, tu pourras déjà créer ton plan. Et derrière, la quatrième étape, je le répète, c'est le backtesting. Et ça, on pourra faire aussi une prochaine vidéo sur qu'est-ce que je dois mettre dans un backtesting. Qu'est-ce qui est primordial? Là, l'objectif du backtesting, c'est d'apporter un maximum d'informations sur ta stratégie, mais pas forcément finalisée. Tu auras obligatoirement des petites nuances à améliorer. Ok, est-ce que j'ai pris en compte les news économiques? Non, je ne les ai pas pris. Bah, c'est peut-être plus intelligent. Encore une fois, les profs n'aiment pas forcément les news économiques. Derrière ça, comment je rentre? Je rentre de cette manière-là, là, là, là. Ok, et si je rentre de cette manière-là, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Tu vois, un backtesting, c'est pas juste une information, c'est pas juste les résultats de ta stratégie. Ça te permet aussi de peaufiner et d'améliorer ta stratégie. Un peu comme un constructeur automobile qui va avoir sa voiture de base et derrière, il sait à combien elle fait. Il sait qu'elle va monter à 250 km/h en ligne droite. Ok, ça va lui aller potentiellement, mais il va vouloir toujours optimiser. Donc il va améliorer des paramètres. Et forcément, en améliorant des paramètres, il va se rendre compte que c'est pas forcément intéressant. Donc il va remettre les paramètres de base. Et ainsi de suite. Le but, c'est que tu optimises cette voiture pour que tu puisses passer de 250 km/h à 400 km/h. Tu vois, je te prends un exemple. On sait très bien que c'est impossible. Mais à 400 km/h. Tout en ayant conscience que ça va prendre du temps. Ça va pas mettre 10 minutes, ça va pas mettre une heure, ça va mettre peut-être plusieurs semaines de backtesting pour que tu aies l'ensemble de ta stratégie finalisée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter si tu as une problématique. Et on se retrouve dès la prochaine vidéo. À très vite à toi.